Salut à vous, chers auditeurs. Bienvenue dans l'émission Coup de tête, l'émission Rock and Foot qui analyse et décortique l'actualité des Verts. 23e journée de championnat de Ligue de Becté. Saint-Etienne se déplaçait dans le Nord et plus précisément à Dunkerque et revient une fois de plus avec une défaite, 1-0. Autour de la table, ils sont pas contents et pourtant ils ne sont pas paysans. Mais lui, il aurait pu être céréalier aux 120 hectares. C'est Olivier qui est de retour. Salut à toi, Olivier. Ouais, exactement. C'est mon rêve d'ailleurs. Un serial killer. Ouais. Lui serait plutôt éleveur de poules, pas loin de Brioude. C'est Eric. Salut à toi, Eric. Je sais pas pourquoi les poules, mais... Moi non plus, ça m'est venu comme ça, là, d'un coup. Là. Salut à toutes et à tous. Voilà, on n'est pas content non plus, comme les agriculteurs. Alors, à moindre de nous, c'est vraiment futile. Hein. Voilà, mais on revient quand même sur cette désillusion à Dunkerque. Tout au long de cette émission. Alors on passera aussi des morceaux musicaux, une page Haute-Loire, une page agenda, et puis on clôturera l'émission toujours pareil avec les coups de cœur et les coups de tête. Bref, c'est pour 55 minutes d'émission et on commence par le match du week-end. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici le match du week-end. Alors, pour cette rencontre, l'entraîneur Stefano Dalloglio avait aligné l'Arseneur dans les buts, Petro, et oui, à la place de Nadé en charnière centrale à côté de Briançon. Sur les côtés, Apia à droite, Masson à gauche, devant Chambaud, Tardieu, Monconduit, Mboukou, Cafaro et Ouadji en pointe. Alors, il n'y a pas grand-chose à dire sur cette rencontre. Il y a peut-être un fait de jeu à la 12e minute de jeu. C'est Denis Apia qui récupère haut le ballon, qui trouve Ouadji. Et Ouadji sert l'ancien Troyais Dylan Chambaud et, dans l'axe. Et malgré un contrôle un peu fuyant, le milieu de terrain offensif... tire en plein axe sur le portier dunkerquois Arnaud Balijon. Et moi, j'aurais préféré qu'il fasse une petite frappe de l'intérieur du pied le long d'un des poteaux. Mais non, c'est une belle frappe qui est repoussée par les 2 points par le portier dunkerquois. Donc ça, c'est la première grosse occasion de cette rencontre, même si Cafaro avait tenté 5 minutes plus tôt. Et puis, en première mi-temps, rien d'autre à se mettre sous la dent. Et en deuxième période, c'est Ouadji qui, dès l'entame de la seconde période, est bien servi et tente... à l'approche de la surface de réparation, mais sa frappe passe quand même à côté du poteau gauche du but dunkerquois. Et puis, il ne se passe pas grand-chose au cours de ce match, sauf à la 81e minute de jeu. C'est Courtet qui se retrouve en position idéale dans la surface stéphanoise et arme une lourde frappe de l'extérieur du pied droit. L'Arseneur réalise une parade décisive et le ballon file tout sommelant à gauche sur Muge, François-Régis Muge, un Dunkerquois prêté donc par l'Olympique de Marseille. Et face au but vite, l'attaquant prêté reprend le cuir du pied droit, mais l'envoie hors cadre. Et pourtant, le corps arbitral désigne le point de corner et de manière incompréhensible. Et sur ce corner, enroulé du plat du pied gauche par Grieb, Sanganté au second poteau gagne son duel avec Petro et envoie le cuir de la tête dans les filets forésiens. Et puis voilà. Et on repart avec bredouille, avec 0 point, suite à un match, une fois de plus, sans occasion. Hein, vous avez compris, hein, il y a eu très très peu d'occasions stéphanoises, très peu de jeu, très peu de fluidité dans le jeu. Je suis plus que résigné aujourd'hui.
Merci Marco. Les comptes rendus sont vite faits en ce moment, malheureusement. Encore une énorme désillusion samedi à Dunkerque avec une deuxième défaite de rang sur le score de 1-0. Alors même si on doit cette défaite à une énorme erreur d'arbitrage, on en reparlera tout à l'heure, même si on a affronté un adversaire en forme, ce qui était aussi le cas d'Amiens la semaine dernière. D'ailleurs, ces deux formations ont pris 10 points sur 12. Mais bon, désolé, quand on s'appelle Saint-Etienne, quand on est soi-disant un prétendant à la montée, on n'a pas le droit de perdre à Dunkerque. Le coach a changé les hommes. On y reviendra aussi après, mais sur le terrain, on a assisté au même scénario que samedi dernier. On a vu une équipe totalement improductive qui s'est procuré une réelle occasion. C'était Cafaro contre Amiens, là c'était Chambaud à Dunkerque, qui a pris un but sur l'une des rares incursions adverses, et puis après qui est simplement incapable de réagir. C'est grave, docteur, très grave. Et cette défaite-là nous couvre de honte. Alors je ne sais pas comment vous avez vécu de votre côté ce nouveau camouflet. Très mal, hein. Et comme disait Marco, c'est vrai qu'on a l'impression que la messe est dite au sujet de l'accession, hein, puisque c'était quand même l'objectif de ce club. Donc oui, une forme de résignation, puisque ça marche pas à Geoffroy Guichard, ça on en avait l'habitude, avec toujours un petit peu la même paralysie, avec on se dit que le maillot est un peu lourd à porter pour des joueurs qui arrivent, bref. Ça, on l'a déjà dit, mais à l'extérieur, on arrivait à trouver quand même des solutions. Là, le résultat, il est négatif. D'autant plus, tu l'as dit, que l'entraîneur avait tenté une sorte de turnover pour remobiliser les troupes en disant voilà, vous avez pas donné satisfaction, je vous mets sur le banc. Hein. Je pense à Bouchoirie, à Mouefek, etc. Et ça, c'est un échec. Donc là, quand tu tentes ça, c'est un petit peu la dernière, une des solutions de secours quand il te reste plus rien, hein, quand tu as exploré tous les schémas tactiques, t'essayes les hommes ça marche pas, voilà. Alors là par contre, qu'est-ce qui reste? Je vois pas quel levier peut actionner Olivier Dalloglio, je vois pas trop. Une fois que tu as, comme je le disais, changé un petit peu, il a pas fait de révolution tactique. Justement, changer de système, tu peux. Ouais, peut-être. 4-4-2. C'est pas un 4-4-2, c'est un 4-1-4-1. Hein. Oui, mais passer en 4-4-2, je te dis. Ouais. Qu'il faudrait. C'est-à-dire aligner devant, comme je dis l'autre fois, je l'ai préconisé à la fois Cardona et Wadji. Or là, Wadji a été remplacé par Cardona. Tout à fait. Oui, il y a eu des changements par rapport Pardon, je t'ai coupé, Olivier. Non, pas du tout. À la semaine précédente, effectivement, il y a eu 4 nouveaux joueurs pour cette rencontre par rapport à la défaite face à Amiens. Moi, ce que j'ai pas compris, c'est Nadé. Ah, tout à fait. Nadé, c'est incompréhensible. Et mettre Petro dans l'axe, on a vu, ça nous a coûté le but, quoi. Même si c'est pas le seul responsable pour moi sur le coup de tête du Dunkerquois. Mais moi, je ne saisis pas, en fin de compte, ces changements. Je n'avais pas saisi, j'en avais parlé la semaine dernière, les changements effectués à la mi-temps face à Amiens, des milieux qui sont quand même des postes relativement importants. Là, tout de suite, il se prive de Bouchoirie et Mouefek. Pour moi, c'est une grosse erreur. Par contre, Wadji en pointe, oui. Là, je suis tout à fait d'accord. Et il a bougé devant. Le souci, c'est qu'il est très peu servi. Et ouais, mais bon, il voit c'est le seul qui s'est vraiment battu, je trouve, samedi après-midi à Dunkerque, Wadji. Mais encore, il est maladroit sur le peu de ballons qu'il a. Ouais, mais il fait de bons contrôles, il fait une bonne couverture de balle. Alors certes, il rate le face-à-face au retour des vestiaires, mais c'est aussi lui qui donne le ballon à Chambaud quand il frappe. Ouais. Moi, je l'ai trouvé intéressant. Ouais. Oui, il est intéressant, mais 93 minutes de jeu et on a très très peu d'occasions, quoi. Donc le souci dans ce jeu, c'est qu'il faut marquer des buts, et pour marquer des buts, il faut se créer des occasions. Et on voit qu'on a, sur les derniers matchs, on a un mal fou à se rapprocher du but adverse. C'est très problématique quand tu joues au football pour pouvoir faire la différence. Et moi, j'étais persuadé, vu les matchs à l'extérieur les dernières fois, et notamment face à Pau, où il y avait une certaine aisance dans le jeu, une aisance à se rapprocher du but adverse. Et là, c'était comme les matchs à Geoffroy Guichard. Ils ont été incapables, et des passes latérales, du jeu lent, aucune fluidité dans le jeu.
c'est triste à voir et c'est pas logique de voir un Saint-Étienne aussi fébrile au cours de la 23e journée de championnat, alors que on a besoin de points. C'est un adversaire relégable. Et un adversaire relégable. Je rajoute, je sais que tu aimes bien Marco, en termes d'XG, 0,8 pour Saint-Étienne. Avant c'était X-Goal, maintenant c'est XG. X-Goal. Et 0,7 pour Dunkerque. Donc les deux équipes n'ont même pas eu une vraie possibilité de marquer. Ils sont en dessous de 1. Mais par contre, les Verts sont devant les Dunkerquois sur cette rencontre-là. Alors, tout n'est pas à jeter. Parce que vous l'avez dit, Wadji, on a vu quand même clairement que c'était l'avant-centre. Déjà, on a vu quand même la différence avec Cardona. On a vu quand même qu'un Wadji, c'était bien plus efficace enfin, en tout cas, bien plus dangereux pour l'adversaire qu'un Cardona, hein. Même sur tous les matchs qu'il a pu faire, d'ailleurs. Donc, à moins qu'on n'ait pas encore vu son potentiel, mais bon. Mais, donc, franchement, ça, si Wadji, continue à retrouver ses marques, etc., je pense que quand même, on va vers de meilleurs jours. Cette équipe va vers de meilleurs jours, surtout qu'en effet, il offre des possibilités. Mais ça peut pas être pire, Olivier. Ah, les meilleurs jours, ça peut pas être pire. Si, parce que déjà, c'est le seul. Alors, contrairement par rapport à Cardona, donc Cardona était censé nous apporter de la profondeur. Franchement, à part se battre un peu, faire de pressing, on n'a pas vu grand-chose de la part de Cardona. Alors que là, on a vu quelqu'un qui faisait des appels tranchants quand même, face à une équipe qui prend pas beaucoup de buts, hein. Dunkerque, depuis 6-7 matchs, depuis le mercato, hein, ils ont tout changé. Cette équipe, elle va embêter beaucoup d'autres équipes, hein. Ils sont en premier non relégable, mais ils vont certainement très vite sortir de la zone rouge, hein, c'est Dunkerquois. Et on a vu quand même que Wadji leur posait énormément de problèmes. Donc il y a deux face à face. Ça change tout si on veut être un petit peu positif. Ça change tout si par exemple Chambaud, au lieu d'essayer de la mettre sous la barre, il la glisse au sol. Il doit croiser là. Il doit croiser, il doit tirer lève au pas sol. la tête, il frappe directement sur le gardien. Si il tire au sol et voilà, et qu'on marque après avec la défense, avec un gardien tel qu'on a, on serait revenu avec la victoire. Donc en fait, bon, faut pas être trop dans la culture du résultat. C'est-à-dire, bon, en effet, si on regarde, c'est une défaite, mais une de plus. Je pense que quand même. De toute façon, on sait qu'on va pas dominer les autres équipes de Ligue 2. On n'a pas de marge, ça c'est sûr. Par contre, avec Wadji, franchement, moi je vois quand même, surtout à l'extérieur, des matchs où on va être dangereux. Et si Sissoko revient et permet aussi d'être là pour finir à côté de Wadji. Franchement, la mayonnaise peut prendre. Alors certainement, ça sera un peu tard. Wadji, là, il revient sur pied un petit peu tard, je pense, parce que ça va être un peu juste maintenant. Là, on a pris du retard, mais globalement, si on sort du simple résultat, moi je reste positif sur en tout cas sur le jeu, là, sur le futur. Tu viens de parler des attaquants, soit, mais les attaquants, ils n'ont pas de ballon. Donc le souci, c'est qu'il vient plus au milieu de terrain. Et au milieu de terrain, je pense que les adversaires, ils ont compris, hein. Ils essayent de bloquer Tardieu, qui est le premier relanceur de cette équipe stéphanoise. Et il est obligé de passer latéralement et ne pas progresser verticalement sur le terrain. Et les milieux de terrain, comme... là, c'était Monconduit, Chambaud. Tu l'as vu, Chambaud? Là, il s'est trompé. 90 minutes, à part l'occasion qu'il a. Moi, je trouve qu'il joue juste, Chambaud. C'est lui qui lance Wadji. Moi, je trouve qu'il joue juste. Hein. Et que, alors, il va pas courir de partout, mais je trouve ce qu'il fait, en effet, il fait peut-être peu de choses, mais ce qu'il fait, il le fait bien. Et c'est le seul qui joue juste, quoi, dans cette équipe. Parce que Monconduit, il a énormément de déchets. En effet, Tardieu, il était cerné. On a vu quand Lamine est rentré à la place de Fomba. Fomba à la place de Tardieu, on a vu quand même
les qualités de Tardieu, quoi. On a vu la différence. Il a perdu un ballon chaud. On a failli se prendre un but direct. Alors cette place, elle est pas facile. Mais on a vu quand même. Alors c'est pas Redondo, hein, Tardieu, mais quand même, ce qu'il fait lui aussi, voilà, milieu de terrain. Pour moi, il s'est trompé avec Monconduit. Monconduit, je sais pas ce qu'il est venu faire aussi haut sur le terrain. Il est pas rapide. Peut-être il perd pas trop le ballon, mais là, il en a perdu. Donc, il faut des joueurs qui créent de la percussion. Et Monconduit, il va pas créer de la percussion. C'est Mouefek qui pourrait créer la percussion. Ouais, voilà. Oui, mais il y a la façon de jouer. Vous avez bien compris que là, c'est quand même problématique. Ça fait plusieurs matchs qu'on assiste à des purges dans le jeu stéphanois. On n'a absolument rien. À t'entendre, Olivier, j'ai dit, bon, bah voilà, c'est une erreur de plus. Depuis le début de saison, on s'emmerde ferme à Geoffroy Guichard. On a très peu de jeux. Les matchs à l'extérieur jusqu'à maintenant c'était pas trop mal et il y avait un peu plus de jeu et on arrivait à marquer des buts. Là on se crée 2 occasions en 90 minutes, c'est quand même pas normal. Donc il y a bien un souci au niveau du jeu et à mon avis au niveau du milieu. Regarde les relances c'est Petro, Briançon, Tardieu, Petro. Et puis après, on va aller chercher côté gauche. Ah, c'est bloqué. Ah ben, on va aller un petit peu de l'autre côté, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et une fois que ça arrive dans les pieds de Monconduit de Chambaud, et ben bizarrement, il y a un adversaire qui récupère le ballon, et puis c'est reparti. Et t'assistes à ça pendant 90 minutes. Alors moi, ce que j'ai bien aimé au cours des 10 premières minutes de cette rencontre, c'est qu'il y a eu un peu plus de ballons en profondeur, et notamment de la charnière centrale. Et chose qu'on ne voyait pas... on va dire, pas trop dans le jeu stéphanois. Mais c'est quand même problématique de ne pas pouvoir emballer une rencontre face à un adversaire quand même plutôt faible, on va dire. Ah bah oui. Et on a été... Je suis pas d'accord, moi, sur la faiblesse de... Tu l'as trouvé bon ? Bah, tu vas voir que ça fait 6 matchs qu'ils n'ont pas... On n'a que 3 occasions dans le match, parce qu'il y a une frappe de Cafaro qui est contrée en début de match, mais ils ont une occasion avant le but. Ouais, vous allez voir, ils vont emmerder énormément d'équipes. Hein. Ouais, le gros problème pour moi, il est offensif. On a marqué un but là en 4 matchs. Vous vous rendez compte ? En plus, c'était sur coup franc. Oui, mais l'animation offensive, on va avoir Sissoko qui va revenir. S'ils sont pas servis. On les a, mais voilà, c'est qu'ils sont pas servis. Ils ont gagné à Paris, à PFC. Oui, récemment. Oui. Ils ont gagné 2-0 contre Ajaccio. Oui. Je te dis récemment, c'est Camion d'Amérique. Ils ont fait 2-2 à Grenoble. Oui. Il n'y en a pas beaucoup qui vont faire match nul à Grenoble. Mais là, et voilà, ça c'est les 3 derniers matchs. Donc on marque pas dans le jeu. Déjà pour retrouver le dernier but marqué dans le jeu, c'était Cafaro contre Bastia. Et pour retrouver la trace d'un attaquant qui marque, c'était Charbonnier au match aller contre Pau. Vous vous rendez compte ? C'était fin novembre. Et là, on a recruté donc 2 joueurs offensifs. Cardona, tu l'as dit tout à l'heure, c'est déjà un échec du recrutement. Non. Puisqu'il a glissé sur le banc, il a 0 but. Alors qu'il était titulaire jusqu'à présent, et puis aime beaucoup, là, qui malheureusement n'a pas confirmé. Je l'avais trouvé intéressant, moi, Geoffroy Guichard, percutant sur le côté. Là, il faut dire que force est de constater qu'il n'a pas apporté grand-chose. Si vraiment, alors le côté négatif, c'est ça, je te rejoins. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé des attaquants sur les côtés, des ailiers. Quand tu recrutes à Augsbourg, déjà, il faut déjà connaître le club d'Augsbourg, et tu prends deux gars qui n'ont pas du tout de temps de jeu. Donc ça veut dire quelque chose quand même. Non, et puis c'est des joueurs en échec. En fait, quand tu vois Dunkerque, les joueurs qui recrutent, ils sont pas aptes à jouer tout de suite. Ils recrutent des joueurs qui ont faim. Ils ont déjà touché des très très gros salaires. Ils ont plus faim, les gars. Tu le vois. Mboukou, il a plus faim du tout. Il sait que son meilleur est derrière lui déjà. Pourtant, il est pas très vieux. Et Cardona, c'est pareil. Ils ont plus faim. Donc, il faut recruter des joueurs qui veulent, qui enclenchent quelque chose de nouveau, pas qui, tu vois. Pas qu'ils viennent juste pour avoir des minutes de jeu, quoi, et quelques stats. Non, c'est un échec. C'est vrai que quand on voit Dunkerque comment ils recrutent, des fois en Turquie par contre, hein, mais le jeune Yacine, je sais pas si vous avez vu, mais tu mets Yacine dans l'équipe stéphanoise, franchement c'est pas beaucoup, hein, le jeune là. Franchement, il est sur. Tu sens qu'il a faim, qu'il a envie. Et ce joueur, il a pas un nom, il a pas de CV, mais voilà. Par contre, sur le terrain, on parlera du Puy tout à l'heure. Hein, le Puy, c'est pareil. Hein, t'as des joueurs, voilà, ils ont faim. Il y a des clubs qui ont une vraie cellule de recrutement. Exactement. Le grosse erreur, c'est peut-être ça. Elle est peut-être à ce niveau.
Ouais. Moi, je pointerais aussi l'intelligence de jeu et l'intelligence et le niveau de certains joueurs. Alors là, je vais égratigner Chambaud alors qu'il m'avait énormément plu à Pau. Mais sur la plus grosse occasion, donc à la 12e minute de jeu, tu l'as dit très bien tout à l'heure, Eric, c'est que il regarde pas le jeu, il lève pas la tête. Et ça, quand tu es footballeur, c'est ce qu'on t'apprend normalement. Platini le disait dans les années 80, et là où il était très fort, c'est qu'il avait analysé rapidement d'un coup d'œil où se plaçait tel ou tel joueur, la course de un tel et un tel, et aussi le placement du gardien. Et là, et tu vois le ralenti, il a les yeux rivés, en fin de compte, sur le ballon, et il regarde jamais, alors qu'il a le temps de regarder. Et ça, c'est problématique. Et je parle d'intelligence de jeu. Cafaro aussi. Des fois, il fait vraiment des très mauvais choix. Et ça, c'est le niveau des joueurs. Puis l'effet de surprise de Cafaro, il a duré un match, mais là, tu sais très bien qu'il va rentrer intérieur pour frapper, pour essayer de retrouver son pied. C'est ça le truc des faux pieds, hein. C'est pareil, un maçon. Ouais, voilà. Oui, et puis... franchement, c'est vu. Enfin, pour les défenseurs, franchement, il suffit d'avoir vu le match, d'avoir 2 actions et puis c'est bon. Et la qualité des centres, non, il y a vraiment du boulot pour Dalloglio, mais on le savait déjà. Hein. Mais moi, j'étais complètement dépité d'assister à un match aussi fébrile de la part des Verts. Et quoi qu'il en soit, ils ne méritent pas de gagner cette rencontre, on est d'accord. Par contre, ils l'ont perdu sur une erreur d'arbitrage. On a dit qu'on allait en reparler. C'est quand même hallucinant ce qu'on a assisté samedi. Parce que effectivement, tout le stade voit bien que c'est le Mugle, l'ex-Marseillais, qui la met dans le petit filet. Et puis, bizarrement, l'arbitre central désigne le point de corner et l'arbitre de touche ne dit absolument rien. Alors qu'il a son mot à dire. Et peut-être le 4e arbitre... Et encore ça se voit, on est d'accord, surtout quand tu as les vidéos, mais... Je sais pas si tu as vu à Pau, le gardien il sort à 3 mètres en dehors de sa surface, il arrête la balle avec la main, personne n'a rien vu. Alors bon, il y aura la VAR l'année prochaine, mais comme tu le dis, on a parlé Eric, tout à l'heure en off, même s'il y avait eu la VAR, ça n'aurait rien changé parce que la VAR n'intervient pas malheureusement sur ce genre d'action. En tout cas, oui, c'est un scandale. Et puis aussi, pourquoi les Verts n'ont pas protesté avant l'exécution du corner, quoi. Tout à fait. Une fois qu'ils voient que l'arbitre siffle corner alors qu'il n'y a absolument rien. C'est flagrant, ça manque de caractère dans cette équipe, de caractère. Et après, les joueurs et les dirigeants, parce que s'ils arrivaient à Lyon à l'époque, je peux te dire que là, il aurait rué dans les brancards. Hein. Après rien n'excuse le manque de... Parce que ce corner, il est pas super bien tiré, il est dans les 6 mètres. Et Larsonneur ne sort pas encore une fois. Larsonneur ne sort pas. On a parlé la semaine dernière dans l'émission. Il a fait écouter un but qui a été sauvé par Briançon. Il est pas grand Larsonneur, mais je veux dire le langage corporel de Petro, il est catastrophique quand tu regardes la vidéo. Le gars il se retourne, dit je veux pas être là. C'est incroyable. J'ai pas envie d'être là, quoi. Et qu'est-ce qu'il a apporté Petro ? Moi j'ai vraiment pas saisi pourquoi Nadé. En plus je l'ai trouvé plutôt bon lors des 2 dernières rencontres. Nadé, pourquoi il l'a mis sur le banc et pourquoi il a mis Petro et puis il l'a payé cash Dalloglio là-dessus. Alors je vais te le dire, il a fait une saison complète à ce poste à Lorient, et Dalloglio il entraînait en Ligue 1 à ce moment-là. Il a peut-être dû se souvenir d'un Petro performant en stopper dans l'axe. Et je sais pas si Nadé a un petit coup de moins bien cette semaine, mais c'est vrai que c'est là pour le coup c'est une erreur. À changer les hommes c'est bien, mais tu vas par touche homéopathique, parce que là tu changes quand même 3-4 joueurs, ça a quand même vachement bouleversé la stabilité, et c'est vrai qu'on perd le match sur une erreur d'inattention du Monistrolien, qu'on aime bien par ailleurs. On va en parler après un titre musical. La musique adoucit les mœurs.
Ouais, bah pas trop là, mais bon, ça sera Un bon groupe de métal maintenant. non, je passe proposé jamais. proposé par Marco. Ah bah alors Olivier, c'est mal me connaître. Non, mais Est-ce ça que j'ai pourrait, passé un pourrait, morceau ça pourrait. Jamais. Par contre, du punk, oui. Et à Dunkerque, dans les années 80, il y avait quand même 3 ou 4 groupes punk. Et là, je vous ai extrait un titre du groupe Les Rats avec le titre Kids qui date de 1982. Alors, le son est pas au top, hein, mais voilà, je vous fais partager ça, cher auditeur. Dans cette ville, on vit tes jours, tout seul. Même rien à faire, juste à détruire. Mais que font les kids, tout seul? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ennui, dans cette vie, le jour, la nuit, aussi seul. D'une arrachée, terrorisé. Mais que font les kids, aussi seuls? Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Ennui. Dans cette ville, on vit toujours, tout seul. Même rien à faire, juste à détruire. Mais que font les kids, tout seul? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. The Rats, groupe dunkerquois des années 80 avec le titre Les Kids. Et ben nos kids stéphanois, et ben ils sont pas bien débrouillés hein, là-bas. Enfin, c'est comme ça. Et puis on verra le prochain match face à 3 ce que ça donnera. Mais bon, moi je vous l'ai dit, hein, je suis résigné. On peut revenir un petit peu sur les choix du coach. Donc, suite à la pâle copie rendue contre Amiens, il a tranché dans le vif, on va dire, et réservé pas mal de surprises dans sa composition d'équipe. Donc, dans le secteur défensif, première surprise, Nadé. On l'a parlé tout à l'heure avec Marco, on l'avait placé la semaine dernière parmi nos rares satisfactions de la semaine écoulée. Donc Nadé qui est sorti du 11 au profit de Petro. Alors tu as rappelé Olivier qu'il avait été formé dans l'axe effectivement, mais bon ça fait bien longtemps qu'on ne l'avait pas vu dans cette position-là à Saint-Étienne. Il jouait plutôt arrière-gauche qu'à présent. D'ailleurs quand moi j'ai vu la compo de départ, je pensais que ce serait Apia qui jouerait dans l'axe aux côtés de Briançon. J'espérais que Masson allait repartir sur son côté droit, je préfère à droite, et que Petro allait jouer à gauche, mais non, surprise. Donc c'est bien Petro qui était aligné dans l'axe aux côtés de Briançon. Masson est resté côté gauche et Apia a évolué côté droit. Il était meilleur que la semaine dernière d'ailleurs, Apia, soit en passant. Au milieu de terrain, donc, mon conduit et aime beaucoup, donc on remplaçait Bouchouari et Moefek qui avaient été sortis à la mi-temps à Geoffroy Guichard, donc sanction pour les deux joueurs. Moefek, j'ai toujours pas compris pourquoi. Puis quand Bouchouari est rentré, il est rentré côté gauche, donc ça ne sert pas à grand chose finalement. Et puis devant, donc le choix qui a été fait, donc c'est de laisser Cardona sur le banc pour la première fois et titulariser Wadji. Donc
assez surpris, moi, des choix défensifs, surtout l'absence de Nadé. Et puis après, Mouefek, moi, je comprends pas trop. Je sais pas si vous comprenez davantage. Moi, ni l'un ni l'autre, ni Mouefek, ni Bouchouari. Hein. Moi, Bouchouari, je le mets en dessous de ces attaquants avec un système pas comme 4-1-4-1. Là. Ça sert absolument à rien. Donc, en tout cas, les choix du coach, ils n'ont pas été payants. Ces changements non plus, hein, ils n'ont rien apporté. Rien du tout. Et puis, comme je disais tout à l'heure, moi, je serais plus partisan d'un changement de système avec un système en 4-4-2 parce que là, de toute façon, il n'y a pas d'ailier, quoi qu'il arrive. Et puis, on voit que les rares occasions qu'on se procure, elles viennent d'où ? Elles viennent de l'axe. Hein. La semaine dernière, c'était Tardieu qui avait alimenté Cafaro. Et puis là, c'est Wadji qui sert Chambaud. Donc, il n'y a pas de centre. Donc, les joueurs devant ne sont pas servis sur les côtés. Donc, moi, je ne vois pas comment, dans ce système-là, on peut continuer comme ça. Alors c'était censé être la force du dispositif de Olivier Dalloglio, hein, c'est les côtés, la percussion, il a recruté justement pour ça, aime beaucoup pour ça. Bon voilà. Rivera a disparu. Hein, des centres, c'est vrai que Jean réserve. C'est vrai qu'il y en a en pas. réserve, j'ai vu. Voilà. Alors pourquoi Rivera, je sais pas, mais c'est vrai qu'il a voulu faire de la place à Mboukou, je pense. Certes. Oui, mais au résultat, t'as pas de centre. Exactement. Non, mais ça, c'est un problème. Et quand t'as la possibilité de centrer, le centre, il est pas bon. Quand il l'a fait rentrer, c'était pour jouer avant le centre. Oui. La dernière fois qu'on l'a vu. Ouais, ça va bien. Donc, je trouve qu'il cherche un peu Dalloglio, mais ça nous coûte cher au final. Hein. Il tâtonne. Ouais, il tâtonne, mais moi, je dis l'inconvénient, c'est que nous, on a vu les matchs. Et que lui, il a pas vu les matchs du début de saison. Donc, tu vois, aligner Monconduit comme ça, même si il fait du chaud et du froid, hein, Monconduit. Son entrée était pas mal la semaine dernière. Voilà, mais bon, c'est pas transcendant. Et moi, je préfère largement Mouefek et Bouchouari au milieu de terrain. Hein. Alors après. Est-ce que justement il ne faut pas adapter un nouveau système de jeu au milieu, faire en losange ? Moi, c'est ce qui me paraît le plus logique, mais il faut faire quelque chose, quoi. Alors après, je ne sais pas si vous avez la même impression que moi, mais est-ce que notre Bouchouari ne serait pas un peu boudeur ? Moi, je pense, hein, quand il est rentré, on l'a vu. Hein. Dans le sens où, ok, t'as pas voulu me faire jouer, je suis d'accord. Je ferai plus aucun effort. J'ai eu cette impression-là, pareil, de le voir jouer. Il est méconnaissable. Et la semaine dernière, il a été vu la tête qu'il a fait quand il est sorti, je pense qu'il s'est dit, tu verras mon coco, je vais plus rien donner pour toi. Il faut qu'il se remette en question aussi. Hein. J'ai l'impression qu'il y avait un peu de ça, quoi. Et c'est pour un joueur de cet âge-là, c'est vraiment dommage d'être dans ce genre de considération. Hein. Et pourtant, j'ai l'impression que c'est ce qu'il a fait. Mouefek est pas du tout là-dedans, même si j'ai l'impression que les deux font la paire. Hein, dans l'esprit de Dalloglio, en tout cas, il y a une connexion. Hein, Mouefek, Bouchouari, ils sont tous les deux marocains, etc. Donc ils s'entendent certainement très très bien. Mais Mouefek, j'ai l'impression quand il est rentré, il a eu envie de bouger, de secouer un peu le cocotier et d'apporter ses qualités de force. Il a provoqué beaucoup de fautes. Qui aurait pu, s'il l'arrête pas à un moment, je pense que il aurait pu créer une occasion de but. Donc c'est dommage. Mais tu ne te prives pas d'un milieu offensif comme Bouchouari, parce que ça fait quand même plus de 15 mois qu'il est avec nous, et on le connaît, et il peut vraiment avoir des belles ouvertures, donner des bons ballons devant. Tu ne te prives pas d'un joueur pareil pour aligner Monconduit, tout simplement. On est d'accord que intrinsèquement c'est le meilleur de l'effectif stéphanois. Ouais, il faut pas se priver. Donc après voilà, et donc il faut le gérer. Il faut le gérer différemment, peut-être. Mais et c'est mal parti. J'espère que il va prendre un peu sur lui, Bouchouari et Dalloglio aussi, parce que la relation entre les deux semble mal partie pour l'instant. Bah oui, mais au résultat, on assiste à vraiment à très peu de jeux, de jeux tout simplement, de jeux intéressants, un côté stéphanois. C'est bien dommage. Alors juste, on l'a dit en off, je le dis ici. C'est vrai que cette équipe de Dunkerque,
elle reste sur des très bons résultats, match nul à Grenoble, je l'ai dit tout à l'heure, hein. Et c'est l'équipe qui a été éliminée par le Puy Foot 43 en Coupe de la Haute-Loire. Alors, on a vérifié. Coupe de France. Coupe de France, pardon. Dunkerque, Coupe de France, excuse-moi. En Coupe de France, on s'est compris. Donc, il y a que l'équipe qui a affronté le Puy et l'équipe qui a affronté Saint-Étienne, ce sont pas du tout les mêmes équipes, hein. Il y a que 4 joueurs qui étaient présents sur la pelouse du Stade Massot contre le Puy, qui ont affronté Saint-Étienne. Tout ça pour dire que cette équipe de Dunkerque, qui a été reprise par un fonds d'investissement turc, elle a sacrément bien recruté, et que de l'effectif ils en ont, et que voilà, faut pas rougir d'avoir perdu contre Dunkerque, hein. Si, ils vont en embêter plus d'autres. Alors sur le statut, la défaite oui. est honteuse, c'est honteux. Alors oui, mais alors tu fais quoi une fois que tu as dit ça? On va perdre à Concarneau aussi. On a déjà perdu en Coupe de France contre des équipes de nationale. Alors il faut faire quoi? Attends, on est Saint-Étienne. Oui. On perd à Dunkerque. Sur le statut, mais justement, il va falloir sortir ça. Si on veut exister dans cette Ligue 2, il va falloir se sortir de la tête qu'on est le grand Saint-Étienne. Parce que en se disant que t'es le grand Saint-Étienne, le maillot il pèse 3 tonnes tu fais un match nul, ça y est, c'est la catastrophe. Faut être exigeant, mais ce championnat de Ligue 2, on le voit avec Bordeaux, on le voit avec Auxerre, ils ont pas changé d'équipe et ça les empêche pas de prendre d'essuyer des défaites chez eux. Donc ce championnat de Ligue 2, il est compliqué, hein. On peut pas dire que le maillot est trop lourd à porter. Geoffroy Guichard te rend compte le soutien qu'il y a. Il y a 5 défaites à domicile, c'est pas normal. Ils ont peur de quoi, les joueurs? Les supporters pour l'instant sont admirables. Il n'y a pas eu d'incident, il n'y a pas eu de débordement. C'est le poids de l'héritage. C'est justement ce qu'on est en train de dire, qu'il faut laisser, faut un petit peu laisser de côté, quoi, repartir sur vraiment des choses nouvelles et avec des jeunes joueurs, parce que quand ils arrivent là, ils ont l'impression d'être les nouveaux Platini. Tu parlais de Platini, non, tu sais pas parce que tu as le numéro 10 et que tu es à Saint-Étienne que non, faudrait. Moi, je pense que l'état d'esprit est bon. Je pense pas qu'il y ait vraiment des joueurs qui aient cette attitude-là, comme tu dis. Non, mais c'est pas l'attitude, c'est le poids, tu vois. C'est le niveau surtout. Tu rates un contrôle à Saint-Étienne, c'est pas comme quand c'est complètement différent de rater un contrôle à Dunkerque, dans l'équipe de Dunkerque. T'as 25 000 personnes qui poussent derrière toi. Il y a 25 000 personnes aussi qui. C'est une force, ce public. Qui sont exigeants, qui deux fois sur 3 ils sifflent à la mi-temps. À la mi-temps, d'accord, mais bon, pendant le match, ils te poussent sans arrêt. La Larsonneur, pour une fois, il s'est exprimé, il a poussé un coup de gueule, mais voilà, est-ce qu'ils vont réagir? Il a dit que voilà, l'ASS n'arrêtait pas de régresser, il a raison, il a dit on jouait le top 5 il n'y a pas si longtemps, même si on n'est pas, curieusement, on n'est pas largué, hein, c'est incroyable. Hein. Ouais. On a 3 points du 5e qui est à Amiens. Comme quoi le championnat est vraiment médiocre. Il est très faible. Et puis il a dit que voilà, pour prendre son expression, ça risquait de péter, mais bon, pour l'instant c'est pas le cas, heureusement, c'est une bonne chose pour les supporters, donc j'espère que ça va continuer comme ça, mais il faut une réaction d'orgueil. Hein. Les dirigeants sont venus parler dans le vestiaire, ça me fait doucement rigoler. Hein. Oui. Franchement, ça va changer quoi? Donc, la fin du match. Après les joueurs se sont parlés entre eux dans les vestiaires, mais il faut perdre à Dunkerque, il faut perdre à domicile 5 fois pour que les joueurs se parlent. Faire des réunions. Faut arrêter quoi. Ouais, 9 défaites, voilà, 23 journées. 23e journée et 9 défaites. C'est fou quoi. Ça la fout mal. Ça la fout vraiment mal, surtout que c'est notre 2e saison et on savait, on connaissait maintenant le championnat. Hein. L'année dernière, on a bataillé. Par contre, on avait réalisé un mercato hivernal payant. Ça c'est sûr. Alors que là, pour l'instant, il y a de quoi douter. Hein. C'est les fonds de tiroir, ouais. Il y a de quoi douter. Bon, allez, on fait une page Haute-Loire, si vous voulez, messieurs. C'est parti. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Tout de suite, voici la page Haute-Loire. Allez, on a le Tilligéry, le Puy qui a gagné ce week-end dans le derby face aux Ligériens Andrézieux. Ils ont gagné 2-1 et les Poneaux ont témoigné une toute nouvelle force de caractère ce vendredi soir
face à Andrézieux-Boutéon en s'imposant dans les tout derniers instants du match. Un scénario idyllique pour l'équipe de Stéphane Dief qui s'était fait rejoindre au score sur penalty après avoir ouvert la marque en première période. Et oui, pas mal de changements aussi pour préparer la réception de Laval mercredi soir. Et pourtant, cette équipe du Puy, j'ai simplement regardé le résumé, mais une ribambelle d'occasions, contrairement à Saint-Étienne, à Dunkerque. Vraiment, c'est très agréable de voir le Puy cette année. Stéphane Dief fait énormément de bien, je trouve, pour le spectacle. Et certains joueurs comme Nicolas Païs, très entreprenant au cours de cette rencontre, c'est lui qui fait une superbe passe en retrait dans la surface pour le premier but, puisque c'est Tommy Iva qui conclut d'une somptueuse match-gère. Et la match-gère qui fait la différence pour l'ouverture du score. Alors après, il y a eu la réduction du score pour les Ligériens sur un penalty. C'est limite, mais bon, ça finit à 1-1. Ça finit. Après le Puy, après cette égalisation, se crée pas mal d'occasions, notamment il y a une frappe sur la transversale. Et puis dans les derniers instants, il y a ce but qui permet d'engranger 3 points. Donc bravo à Sepono qui se hisse toujours à la 2e place de ce championnat de National 2, National 3. Il y avait un autre derby puisque c'est Espali qui se déplaçait à Saint-Étienne, la réserve de Saint-Étienne. Et le Puy s'est créé, Espali s'est créé quelques occasions. Notamment, ils obtiennent un penalty plutôt généreux, parce que moi j'ai regardé un peu la rencontre, plutôt généreux. Et malheureusement, il est mal tiré, il est tiré à côté. Et bizarrement, les Stéphanois vont inscrire le seul but de la rencontre ils vont inscrire un but. C'est un coup de tête, comme on les aime. Et le ballon n'est pas rentré. Et pourtant, l'arbitre de touche estime que le ballon est bien rentré. Voilà, donc du côté d'Espali, que ce soit l'entraîneur ou le président Perbé, ils étaient fous et ils ont vu la vidéo avec l'arbitre et voilà, vous voyez bien que le ballon n'est pas rentré. Voilà, donc un but litigieux a permis à la réserve de la SSE de s'imposer donc contre Espali. C'est dommage parce qu'ils avaient plutôt bien joué les Altiligériens et ils ne méritaient pas de perdre cette rencontre. C'était le cas à l'aller également. Ils avaient perdu 1-0 en ratant un penalty. Oui, tout à fait. Donc la bis repetita. Je m'en souviens. Alors ce qui est bien, c'est que j'ai pu assister avec les réseaux, les sites autour de Saint-Étienne. On avait le match et j'ai pu regarder ça et ça c'est vraiment sympathique. Je vais vous parler des résultats de Régional 1 et Régional 2. Alors, puisque ça reprenait ce week-end, la réserve du Puy l'a emporté 2-0 face à Clermont-Saint-Jacques. Velay FC l'a emporté 4-1 face à Beaumont. Dans l'autre poule, Monistrol a perdu face à Lyon-du-Cher. Et puis, match nul entre Blavozy et Thiers. Régional 2. L'USSL l'a emporté 2-1 après un match en retard la semaine dernière face à Land. 2-1 et ils reviennent à 1 point du leader. Donc bravo à l'USSL, il faudrait continuer comme ça. Et Brive Softer s'incline 4-1 face à Savigneux. Voilà pour les résultats. Maintenant, on va parler d'un rendez-vous relativement important puisque l'équipe de National 2, le Puy, va recevoir mercredi à 20h30 demain, mercredi 20h30 au Stade Massot, l'équipe de Laval. Et voilà, c'est les 8e de finale de cette Coupe de France. Le match est diffusé sur beIN Sport Max 6. Sachez-le, chers auditeurs, si vous pouvez le visionner, puisque le stade est déjà complet.
Il y a déjà eu 4000 billets vendus et on pourra pas. Moi, je ne pourrais pas y aller. Hein, je voulais y aller, mais c'était bien trop tard. C'est complet. Eric, toi, tu as la chance, donc tu nous raconteras ça mardi prochain. En tout cas, on peut tirer un grand coup de chapeau à ce club du Puy, qui place donc l'équipe masculine en huitième de finale de la Coupe de France, mais également les féminines qui sont qualifiées pour les quarts de finale. Elles affronteront le PSG mercredi 14. Alors, l'horaire fait polémique, hein, c'est à 14h30. C'est pas le meilleur des choix. Ils ont préféré recevoir plus tard cette formation parisienne. Oui, ça c'est honteux. Ouais. Les décisions comme ça, c'est quand même un peu du n'importe quoi. Je vais vous passer à un deuxième titre musical. Ça sera le titre Dunkerque, signé par l'artiste féminine Françoise Breu. Sur les carreaux de l'auto, Nicolas Pays. J'avance sur la route enlacée de béton. J'ai quitté Drogenbos dans une odeur de rouille. Je te laisse des coups de cœur standard, j'en ai pas. Les palettes de gris s'écrasent sur la vitre. J'entrevois les usines aux cheminées d'acier. Dans le flou qui se rapproche de moi, et ce froid qui me glace à faire craquer les arbres. C'est le début décembre, j'ai juste un an de plus. La fête m'a emmené en haut d'un bateau phare. L'échelle sous mes pieds s'est presque dérobée. Toi tu m'appelais pour que je redescende, sans que je puisse t'entendre, tu criais qu'on ne peut attraper une lumière par une nuit si glaciale. C'est Dunkerque et la mer que je ne connais pas, si sombre et si lointaine pour nos têtes de girouette.
Françoise Breu, je m'excuse parce que j'avais laissé un micro ouvert pour ce titre Dunkerque. Françoise Breu, c'est celle qui chantait avec Dominica dans les années 90, avec Burgala aussi. Enfin, elle a fait sa propre carrière. Là, c'était le titre Dunkerque. Allez, retour à l'actualité footballistique. On va tout de suite enchaîner avec l'agenda. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici l'agenda. L'agenda de l'AS Saint-Etienne va être différent ce week-end parce que il faudra attendre lundi 20h45 pour voir les Verts accueillir l'Estac 3, un membre du City Group. Alors l'Estac, ils sont 15e au classement, mais est-ce que ce classement reflète vraiment leur niveau ? Je suis pas sûr. Ils ont mis énormément de temps à changer d'entraîneur, puisque Patrickis Norbo, l'Australien, est resté accroché à ce poste. C'est là qu'on voit que la multipropriété, ça a quand même des défauts, puisque son bilan à Patrickis Norbo, il faut le savoir, c'est quand même seulement 3 victoires, 14 nuls et 22 défaites. Mais il est quand même resté parce qu'il y avait ce projet d'amener des jeunes vers du trading, ou pourquoi pas les meilleurs, les amener vers d'autres meilleurs clubs du City Group. Donc il a été remplacé par Patrick Guillon, l'ancien entraîneur de Bordeaux. David Guillon. Pardon, David Guillon. Patrick Guillon. Je confonds avec Patrick, pardon. David Guillon, excuse-moi. Très juste. Et qu'est-ce que ça change ? Ça change quand même beaucoup plus de stabilité parce que cet entraîneur, il connaît très bien la Ligue 2. Et en plus, ils ont fait un assez bon mercato, puisqu'ils ont recruté un joueur par ligne, Boucher au gardien, N-Team en défense, Bangré au milieu de terrain et Elisor en attaque. Donc contrairement à ce qui avait été fait jusqu'à présent, avec le recrutement de très jeunes joueurs à fort potentiel, là c'est des joueurs qui connaissent la Ligue 2. Voilà, donc ça peut caler beaucoup mieux avec un entraîneur qui connaît le championnat et des joueurs qui connaissent le championnat, et ça se traduit en effet par les résultats, puisque depuis le changement d'entraîneur, ça va beaucoup mieux, on a un peu stabilisé du côté de l'Estac, ils sont 15e, je l'ai dit, et depuis le changement d'entraîneur, ils ont fait 2 défaites, c'est vrai, mais aussi 2 matchs nuls et 3 victoires. Donc ça va beaucoup mieux du côté de l'Estac. Donc cette équipe, elle s'appuie, elle est construite autour de Chavalrin, le milieu de terrain qu'on connaît très bien, qui a énormément d'expérience. Et donc témoin de ce mieux, ils ont battu Bordeaux chez eux le week-end dernier, 2-1. L'ancien club de Guillon. L'ancien club de Guillon, exactement. Sur un pénalty à la dernière minute, litigieux aussi. Ouais. Mais ça va quand même beaucoup mieux. Sans donc ces arbitres. Franchement, le classement dans cette Ligue 2, il veut plus dire grand-chose, puisque on vient de faire le mercato, on l'a vu avec Dunkerque. Il dit plus grand chose, on voit des résultats assez hallucinants, et donc il faut prendre ce match comme contre n'importe quelle équipe, et en face des Stéphanois ce lundi, il y aura une belle équipe, parce qu'il y a encore des jeunes, je pense aux latéraux qui vont assez vite, qui sont très performants, et aussi les recrues du mercato. Donc il va falloir vraiment se méfier de cette équipe qui est sur une bonne dynamique. Et c'est vrai que là, pour le coup, ça serait le coup de grâce aux espoirs stéphanois. Donc c'est un peu le match de la dernière chance pour rester dans le coup dans ce championnat de Ligue 2. Lundi, 20h45. Lundi, 20h45. C'est ça. Avec le retour du COP Sud. Ouais, on est content. Ouais, il faut se méfier de la passe de 3, parce qu'on est sur 2 défaites et 2... Contre 3 en plus. Contre 3, c'est là... Bon. Retour de Sissoko aussi. Il revient jeudi. Qui aura faim parce qu'il n'a pas beaucoup joué vraiment avec l'équipe du Mali, la très belle équipe du Mali lors de cette CAN. Coup de tête. Voici les coups de cœur. Donc Olivier, tu as dit alors, un coup de cœur. Ouais, j'ai un coup de cœur, c'est le très bon article dans la Tribune Le Progrès d'aujourd'hui. Tout à l'heure, on parlait du secret des mercatos. Il y a un très bon article sur un homme de l'ombre du Puy Foot 43 qui s'appelle Olivier Mianet et qui est à l'origine de très bons recrutements. On parle de Alevina par exemple, puisqu'il est là depuis quand même 6 ans, donc c'est lui aussi qui avait fait venir Jim Alevina, qui est un très bon joueur de Ligue 1, mais il y en a plein d'autres, et quand on voit l'effectif de cette année, on comprend mieux aussi la qualité de ce recrutement. C'est vrai qu'il partait d'une page blanche, mais franchement
un très gros travail depuis de nombreuses années de ce recruteur, Olivier Mianet, qui fait les beaux jours du Puy Foot 43 depuis 6 ans, pourvu que ça dure. Alors, en ce qui me concerne, même si elle a été laborieuse et sujette à polémique, comme on l'a dit tout à l'heure, coup de cœur pour la 6e victoire d'affilée de l'équipe réserve, qui est désormais au pied du podium, et un deuxième coup de cœur pour notre ancien goleador Gonzalo Bergesio, qui vient de tirer sa révérence. L'Argentin. À presque 40 ans. Bien, moi, le seul coup de cœur, c'est justement cette équipe du Puy Foot. Là, il y a un sacré rendez-vous demain. Donc, moi, je leur souhaite de battre Laval et de passer ce tour et puis recevoir une Ligue 1 la prochaine fois. C'est quand même bien. Et en plus, il y a du jeu au Stade Masto. Donc, bravo à eux. Et on enchaîne avec les coups de tête. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici les coups de tête. Coup de tête pour la défaite honteuse à Dunkerque, donc indigne de l'AS Saint-Etienne et du statut qu'elle prétend toujours avoir. Coup de tête pour l'arbitrage. On a eu un arbitre à Dunkerque qui a beaucoup laissé jouer, mais en tout cas, il a pris une décision qui est scandaleuse, qui a précipité notre défaite. Même si c'était juste un corner, je rappelle, c'était pas un penalty. Donc, alors, je vais rebondir parce que j'ai le même coup de tête. Il faut signaler aussi qu'on a obtenu 3 corners qui n'ont pas été donnés en faveur des Verts. Donc, non seulement il donne un corner inexistant pour Dunkerque, et en plus, il a refusé de donner les 3 corners en seconde période pour les Stéphanois. C'était une mise en bouche. Ouais, non, mais il a été nul du début jusqu'à la fin, et que ça soit pour Dunkerque ou pour que ça soit Saint-Etienne, il y avait de quoi ne pas être d'accord avec ses choix. Et un dernier coup de tête pour l'élimination en Coupe Gambardella des Verts à Nancy. Et mon coup de tête, c'est que j'ai pas de coup de tête. Je te passe la parole, Marco. Moi, j'ai pas aimé l'arbitrage honteux. Je n'ai pas aimé Petro. Petro, j'ai pas compris, à la place de Nadé. Le mercato hivernal qui, pour l'instant, qui fait pouch. Et ça, c'est désolant. Et le penalty donné, parce qu'il a été donné pour Auxerre au cours de cette 23e journée de championnat, et c'était face à Pau. Et quand tu vois les images, tu te dis mais c'est pas possible, quoi. Donc comme quoi, sur des différentes pelouses, les arbitres ne sont pas à la hauteur, et ça, c'est pas normal et c'est un petit peu injuste, et c'est comme ça. Et sinon, les soucis techniques radiophoniques qu'on a connus ces derniers temps, et notamment la semaine précédente, qui font aussi partie de mes colères. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Vous retrouvez la semaine prochaine Olivier et Eric pour analyser et décortiquer cette 24e journée avec la réception de 3 lundi. Moi, je ne serai pas présent. Je vais m'en mettre plein les oreilles, on va dire ça comme ça. Et voilà, on se retrouve pour décortiquer. Marco part en banlieue. Voilà, je pars en banlieue, me faire plaisir à mes oreilles. Allez, ciao et allez les Verts! Bonne soirée, bonne semaine, allez les Verts. À bientôt, allez les Verts.